Vous êtes sur la Panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Les États du Sahel, composés du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ont unanimement décidé à Bamako d'accélérer le processus d'intégration économique au sein de l'Alliance des États du Sahel. La charte fondatrice de l'Alliance des États du Sahel a été signée le 16 septembre 2023 à Bamako et n'ont sont comme objectif principal de travailler ensemble pour assurer la sécurité, promouvoir l'indépendance économique et persévérer dans la mise en place d'une intégrité au sein de l'espace Liptako-Gourma. Quelles sont les perspectives à long terme pour l'intégration économique entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger au sein de l'Alliance des États du Sahel? Quels sont les défis anticipés et les opportunités pour le développement économique durable dans cette région? On en parle en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, au Togo, c'est officiel, les élections législatives ne se tiendront pas en décembre. Pourtant, lors de ses vœux à la nation, le président Faure Gnassingbé affirmait le contraire, d'autant plus que le mandat des députés expire le 31 décembre 2023. Les élections législatives vont finalement se tenir au plus tard en mars 2024, suscitant des oppositions et interrogations au sein de l'hémicycle. Pourquoi ce report des législatives au Togo? On en parle en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont là sur ce plateau. Omar Apo Mendy, journaliste spécialisé en géopolitique et relations internationales. Merci d'être là. Merci. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Plaisir partagé, on l'espère également pour cher Sabi Boundiaï, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci à vous. Nous parlons à présent de l'Alliance des États du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de renforcer leurs économies. Les ministres des Finances des trois pays ont exprimé la nécessité de créer une union économique et monétaire. Que vous inspire cette démarche de la part de ces trois pays? Donc, ce que cette démarche nous inspire, moi, dès l'entame du G3 Sahel, dès qu'on a lancé l'alliance militaire, j'avais un jour dit à Daoud que tôt ou tard, on va se tourner vers l'alliance économique. Parce que ces trois pays ont scellé pratiquement la mort du G5 Sahel. Ouais. On sait que ce G5 Sahel était aussi composé de la Mauritanie, donc du Burkina Faso, du Mali, du Niger, ainsi du Tchad. Donc avec ce G3 Sahel-là, avec cette charte du Liptako-Gourma, où ces pays qui partagent ces trois frontières-là se sont alliés de manière militaire pour contrecarrer cette avancée terroriste au niveau de leur zone. Donc ces contre-attaques les ont permis de pratiquement repousser beaucoup de terroristes. On a vu actuellement ce qui se passe au Mali, à Kidal, au Burkina, donc l'attaque de Djibo. On a vu les drones burkinabés repousser pratiquement ces groupes terroristes. Mais ce qui est concret, ce qui est palpable au niveau de cette alliance, c'est que dans leur charte, dans l'article 6, il prévoit que lorsqu'un pays membre de ce G3-là est attaqué, que le pays attaqué puisse continuer à poursuivre ces terroristes-là, même lorsqu'ils franchissent les frontières pour aller au Burkina ou au Mali ou ainsi de suite. Donc pour vous dire qu'il y a une alliance collective mais qui est scellée par des pactes fiables qui peuvent être pérennes si l'alliance survit pendant longtemps. De ce fait, c'est tout simplement pour vous étaler qu'on se dirige vers une alliance économique qui va être viable, peut-être s'il n'y a pas de coup d'État dans ces pays-là, mais cela va montrer aussi que ces pays veulent frapper de plein fouet l'UEMOA qui est composé de 8 États, donc qui partagent la même monnaie. Ouais. Donc, et justement, c'est là l'inquiétude de cette organisation. Est-ce que avec cette initiative, on prend le risque de voir le Mali, le Burkina Faso, le Niger sortir du franc CFA? C'est prévisible. Il faut se poser cette question. Cette question a sa raison d'être, parce qu'on sait que, mais certes, c'est la France qui bat le franc CFA, c'est la France qui bat la monnaie, mais lorsque ces trois pays-là vont se réunir, essayer de lancer leur propre monnaie, ce qui est prévisible, parce qu'ils sont en train de discuter d'une manière qu'il faut vraiment réviser pour essayer de se départir de ce franc CFA-là. Et c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, certes, on ne souhaite pas, parce qu'on veut avoir une union monétaire vraiment bien protégée, mais aussi bien pérenne. Mais ce qui est en train de se passer actuellement
entre ces trois pays-là, le Mali, le Burkina et le Niger, donc peut servir de jurisprudence en tout cas par rapport à ce qui se passe dans d'autres États. Parce que les alliances qu'on a vues un peu partout en Afrique ou dans le monde, même l'OTAN, l'OTAS, ainsi de suite, l'ANZUS, en Asie, ainsi de suite. Donc dans ces alliances-là, il y a une main basse étrangère, à savoir les États-Unis ou une autre grande puissance qui assiste et qui finance ces alliances-là. Mais au niveau de ces G3 Sahel-là, ils ont prévu de s'autofinancer, c'est-à-dire les financements vont être endogènes et non exogènes. Justement, et c'est là l'un des points soulevés à Bamako, en fait, les principaux objectifs de l'intégration économique entre le Mali et le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais concrètement, mon cher Apo, comment va s'articuler cette alliance? Oui, je pense que les recommandations ont été claires, l'accélération en tout cas d'un certain nombre de projets, de programmes qui vont permettre en tout cas à ces pays-là de pouvoir aller vers une intégration économique vraiment fiable, inclusive et transparente. Je pense qu'aussi la mise en place d'un fonds d'investissement et d'une banque qui devait accompagner en tout cas les initiatives locales permettrait à ces pays-là vraiment d'asseoir une base et non seulement qui va leur permettre de pouvoir accélérer le financement d'un certain projet structurant innovant qui devrait permettre à ces pays-là de sortir de cette pauvreté extrême. Oui, les États du Sahel, c'est un marché de plus de 70 millions d'habitants. Ils ont les mêmes défis à relever ensemble. Le défi de la sécurité alimentaire, le défi de la souveraineté économique, financière et alimentaire, le défi sécuritaire, le défi des institutions, le défi institutionnel, les défis également du processus électoral, le défi de rendre le pouvoir en tout cas aux civils, de rétablir l'ordre constitutionnel, de pouvoir organiser de nouvelles élections transparentes et inclusives. Je pense qu'ils ont les défis liés et en mettant en place cette alliance, ils ont compris que le tout militaire n'est pas une solution en tout cas fiable et à long terme. Et je pense que derrière le tout militaire, il faut envisager d'autres solutions, d'autres alternatives qui pourront en tout cas non seulement les accompagner, mais puissent permettre au peuple qui les a soutenus vraiment de pouvoir se tirer profit de ces changements. Parce que n'oublions pas ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina Faso, au Niger, ces coups d'État ont été encouragés par les peuples en place. Donc, les militaires, comme au Mali, les militaires ont profité de ce soulèvement populaire pour prendre le pouvoir. Et même si tel n'est pas le cas au Niger et au Burkina, mais quand même, ils ont été encouragés par le peuple. Je pense qu'il faut inclure. Parce que quand nous avons des défis sécuritaires, quand nous perdons une partie de notre terroir, je pense qu'à un moment donné, on a été encouragé par nos peuples. Il faut trouver des réponses concrètes, immédiates, adaptées, globales. Et comment justement faire participer la population à cette nouvelle alliance? Comment inclure la population dans le déroulement évidemment du processus? D'abord, financer des projets structurants et innovants. C'est-à-dire, ils sont tous confrontés à un problème de pauvreté. Il faut trouver des réponses concrètes. Pas des solutions toutes faites, des solutions importées d'ailleurs, mais des solutions adaptées à la réalité, aux réalités locales, c'est-à-dire au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Il faut trouver des réponses concrètes aujourd'hui, disons, à la question de l'immigration irrégulière qui aujourd'hui est en train de ruiner une partie des pays africains. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'ils parviennent à apporter des réponses concrètes à la question du chômage, de l'emploi et à financer des projets qui vont permettre en tout cas à ces demandeurs d'emploi, à ces jeunes, à ce peuple qui ne démarre qu'un bien-être, je pense qu'ils pourront quand même être là. Mais tant que tel n'est pas le cas, je pense que cette alliance est vouée à l'échec parce qu'il ne faut pas aussi continuer à endormir le peuple. Les peuples sont avertis, ils sont là et je me vois, parce que quand même, je relativise un peu. C'est bien, ils ont une ambition grandiose de mettre en place, mais qu'ils n'oublient pas qu'ils appartiennent à un espace appelé CEDEAO. Ils appartiennent à une communauté économique appelée UEMOA. Donc je pense qu'ils doivent, non seulement en mettant parallèlement en place cette alliance, ils doivent revoir la démarche
combinée en tout cas à la politique économique de l'UEMOA et à la politique, institutionnelle, au protocole additionnel révisé de la CEDEAO qui promeut la bonne gouvernance, le dialogue, la prévention et le partage de renseignements. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, et ça pourrait rattraper ces gens-là, ils ont les mêmes défis aujourd'hui. Exactement. Les réalités qui s'expriment au Mali peuvent ne pas être les mêmes réalités qui s'expriment au Niger. La même manière, les Maliens ont supporté le président Assimi Goïta, ça peut ne pas l'être dans les autres pays. Maintenant, s'ils ne répondent pas, en tout cas, s'ils n'essayent pas d'apporter dans les heures qui viennent des réponses économiques adaptées, je pense que cette alliance pourrait en tout cas... Évidemment, il y a énormément d'attentes autour de cette alliance. Sabibou, évidemment, Apo vient de dresser un tableau et peut-être pas inquiétant, mais parce qu'il a relativisé évidemment quant à cette création de cette alliance-là. La question sécuritaire, Apo l'a souligné également dans son argumentaire, de ces trois pays revêt évidemment un caractère urgent. Vous l'avez également souligné. Comment l'intégration économique au sein de l'alliance des États du Sahel pourrait-elle renforcer la stabilité régionale dans ces trois pays? Oui, comme l'a si bien dit Apo, déjà pour moi l'intégration au sein de ce G3-là est déjà adaptée par les peuples. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est qu'au niveau de ces États-là, les peuples demandent tout simplement le changement de paradigme. Parce qu'actuellement, donc, on est dans un continent qui est traversé par de nombreuses crises, mais aussi un continent qui est lieu d'une bataille géopolitique et géostratégique assez importante au niveau international. Parce qu'on voit la main de la Chine qui plane sur l'Afrique, la main des États-Unis, les États-Unis qui s'approchent, et la Russie qui propose aussi des alliances militaires en envoyant Wagner un peu partout. Donc, pour vous dire tout simplement que ceux qui dirigent ces pays-là actuellement, ce sont des militaires qui ont fait des coups d'État. Ils savent pertinemment que, à un moment donné, s'ils ne réussissent pas leur mission, comme l'a dit Apo, c'est-à-dire apporter des réponses idoines par rapport à ces problèmes économiques, par rapport à ces problèmes de développement, parce qu'on sait que le Sahel est jonché de l'est à l'ouest par vraiment le sous-développement. Dans la plupart de ces zones-là, c'est le sous-développement qui pousse les jeunes à s'engager auprès de ces groupes terroristes-là pour pratiquement envahir des villes et villages. De ce fait, ces dirigeants-là comprennent très bien que il y a une urgence qui les attend au niveau de ces zones-là, c'est-à-dire investir dans le développement pour permettre à ces jeunes-là de trouver du travail. Mais il faut aussi soulever que ces États-là ont pratiquement été sanctionnés par la CEDEAO, par la communauté internationale. Et comment aujourd'hui en Afrique, on veut que ces États puissent réussir, alors qu'on sait que ces États n'ont pas l'indépendance ni la souveraineté par rapport à leur monnaie, ni à leur économie. On sait que des multinationales tapis dans l'ombre font main basse sur la plupart de ces richesses qui se trouvent au niveau de ces États-là. Donc, il faut qu'on permette à ces États, il faut qu'on les accompagne pour que ces États puissent avoir une certaine souveraineté économique, c'est-à-dire les poumons économiques qui se trouvent au niveau de ces États-là puissent être à 90% ou à 80% gérés par ces États. Le Mali est en train de le faire avec les récentes mines d'or et les industries de raffinerie. Le Burkina est sur cette voie. Maintenant, ce qu'on craint, il faut le dire, c'est d'autres coups d'État. Parce qu'ici, s'il y a des coups d'État encore, bon, le G3 va être menacé. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas plus aimer le Mali que les Maliens, ni plus aimer le Burkina que les Burkinabés, ainsi de suite. La sécurité ouest-africaine a toujours été sous-traitée par qui? Par des missions venues d'étrangers, ainsi de suite. On ne néglige pas ces missions-là, on les accepte. Mais il faut qu'ils se mettent par rapport à la feuille de route de nos États. C'est tout simplement ça. Mais sur cette question, ils envisagent aussi de mettre en place la compagnie aérienne commune. Moi, je vois mal, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas un peu trop prétentieux pour cette organisation? En fait, je pense que c'est trop prétentieux. C'est parce que ces pays-là, c'est des pays quand même très très pauvres qui sont menacés. Ou au Burkina Faso, par exemple, au nord, il y a des écoles qui sont formées aujourd'hui. La priorité pour moi, c'est de renforcer l'éducation. La priorité, en tout cas à mon avis, en tant qu'observateur, c'est qu'ils investissent davantage dans la formation professionnelle. C'est qu'ils apportent en tout cas aujourd'hui, que ce soit le Mali, le Burkina Faso, qu'ils apportent aujourd'hui des questions de l'heure. Quand je parle des questions de l'heure, c'est ce qu'on appelle s'attaquer rapidement à la souveraineté alimentaire. On ne peut pas développer une compagnie si nous-mêmes, nous n'avons pas les moyens de notre politique, nous n'avons pas les moyens de financer notre propre sécurité, nous n'avons pas les moyens de financer notre propre éducation. Et nous savons tous ici, l'éducation devrait
être une surpriorité pour les États africains. Ouais. Donc, pour moi, la compagnie aérienne commune n'est pas une solution, en tout cas immédiate. Ouais. Elle pourrait être une autre envisagée, mais pas aujourd'hui. Donc, pour moi, aujourd'hui, il faut d'abord régler la question de la libre circulation des biens et des personnes. Même dans cette alliance, ils ont mis des alliances ensemble. Mais nous savons que les États n'ont pas d'amis. Ouais. Les États n'ont que des intérêts à défendre. Ouais. Et chaque État a ses propres intérêts à défendre. Donc, aujourd'hui, c'est un projet ambitieux, mais je ne pense pas qu'il soit réalisé dans les prochains jours. Non, Si la CEDEAO, en tout cas, je sais que le Cap-Vert a une position très relative par rapport aux sanctions, par rapport aux interventions. Si un autre pays comme le Cap-Vert qui demande en tout cas à la CEDEAO de lever les sanctions là, je pense que cette alliance pourrait être vue à l'échec. Parce que même s'ils ont les mêmes défis, il ne faut pas s'attendre aussi. Il faut qu'ils organisent des élections. Et s'ils organisent des élections, si un civil gagne l'élection au Mali, gagne une élection au Burkina, gagne une élection au Niger, ils n'ont pas les mêmes ambitions. Je l'ai toujours dit, les civils n'ont pas les mêmes ambitions et les mêmes visions que les militaires. Savez-vous? Moi, j'aimerais tout simplement ajouter que le plus grand défi qu'il faut relever aujourd'hui au niveau de ce Sahel-là, c'est le défi sécuritaire. Et ces États l'ont compris. En lançant ce G3 Sahel. Oui, d'ailleurs, ils vont injecter plusieurs fonds dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant. Vous savez, il n'y a pas de stratégie définie, plan défini pour lutter contre le terrorisme. Il faut s'adapter pour lutter. Mais les États-Unis, c'est la plus grande puissance du monde. Est-ce que les États-Unis parviennent jusqu'à présent à lutter contre le terrorisme? Est-ce que la France l'a fait? Est-ce que Israël l'a fait? Est-ce que la Russie l'a fait? Il faut s'adapter par rapport au terrain. Ces États-là se sont adaptés. Actuellement, qu'on le veuille ou non, le Mali vit une souffrance, certes. Le Burkina, économiquement, tous ces États-là, comme l'a dit, si bien dit Apo, ne sont pas viables comme nous. Hein, parce qu'en Afrique, qu'on se dise la vérité, le Sénégal, certes, c'est un pays qui s'en sort, mais on n'est pas développé. Hein. Le Mali, c'est le même cas. Mais l'aspect sécuritaire, c'est ça que je voulais dire. Ces pays sont en train de... Mais Kidal a été récupéré. L'attaque de Djibo, allez regarder au Burkina. Mais il y a des drones, il y a des renseignements militaires, il y a tout. Cela vous montre qu'il y a un programme, une feuille de route qui a été mise en place par ces dirigeants-là pour essayer de repousser ces groupes terroristes-là. Et il faut aussi le souligner. Parce qu'à chaque fois, j'entends en Afrique, on nous dit, oui, les terroristes, c'est nous. Mais ces terroristes-là, ils nous viennent d'où? Qui a déstabilisé la Libye? Ces armes-là qui transitaient en Libye, qui les a amenées en Libye? Qui a permis à ces terroristes-là de prendre ces armes et de transiter partout dans le Sahel? Qui les finance? Qui a empêché l'armée malienne d'entrer à Kidal? Qui? On peut les citer pourtant, c'est des puissances tapis dans l'ombre qui sont là dans ce monde, qui ne veulent pas que les pays africains s'en sortent. Ça, il faut, c'est une réalité. Parce que s'il n'y avait pas de répondant, qui ont des complices au niveau de ces États africains. Maintenant, ces États-là sont en train de se regrouper. Pourquoi nous, en Afrique, lorsque des États essaient de se regrouper pour mettre en place des systèmes, des mécanismes collectifs pour lutter contre le terrorisme ou essayer d'apporter des solutions par rapport à des problèmes, pourquoi en Afrique on dit toujours que non, ça ne peut pas réussir, c'est pas bon, on doit jeter ça et prendre l'autre là? On ne peut pas sous-traiter notre sécurité. Notre sécurité, c'est à nous de nous battre contre ces terroristes-là qui sont armés et ourdis par d'autres puissances. C'est à nous de nous préparer par rapport à ces terroristes-là. Et après, injecter, comme l'a dit Apo, prendre à bras le corps les problèmes de développement. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir sans injecter sur l'éducation, sans agir sur l'éducation, sans agir sur l'éducation, sur le développement. Je le dis toujours, le développement, c'est satisfaire les besoins primaires. Mais quand un pays ne parvient pas à boire, à manger, ni à aller à l'école, mais comment ce pays peut penser se développer? C'est impossible. Il y a un point que Apo a souligné tout à l'heure en parlant de la circulation des personnes et des biens. Comment l'intégration économique peut-elle favoriser une augmentation des échanges commerciaux entre ces trois pays? Oui, ils ont les mêmes défis. Ils ont été sanctionnés par la CEDEAO. Donc aujourd'hui, le Mali regorge énormément de ressources naturelles. Idem pour le Burkina Faso, le Niger. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un marché quand même. Le Mali, je pense que c'est 25 millions d'habitants. Les autres, c'est 21, etc. C'est un marché de 70 millions d'habitants. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent commercer ensemble, ils peuvent échanger ensemble, mais renforcer aussi, ils peuvent mettre en place un marché commun des États du Sahel, que ce soit au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Cela pourrait quand même réduire les conséquences des sanctions de la CEDEAO. Parce que si, par exemple, tous les produits importés passent par le Sénégal, on pourrait trouver une alternative pour que si le Niger a
à un port concurrent, à l'image du port autonome de Dakar, on pourrait voir les alternatives pour pouvoir que les produits qui passent par le Sénégal puissent passer par le Niger, puissent passer par le Burkina Faso. Donc c'est des alliances d'intérêt, des alliances économiques qui pourront renforcer la libre circulation des biens. Mais au-delà de ça, il va falloir aussi qu'ils mettent en place, parce que le problème de l'Afrique, on est dans une organisation, mais pourtant ceux qui prennent la route pour aller au Mali, ils dépensent énormément d'argent sur la route. Ouais. On parle de CEDEAO, mais l'intégration n'est pas effective au sens propre du terme. Donc aujourd'hui, il faut aller vers l'effectivité des échanges, mais l'effectivité de la libre circulation des personnes, qu'on puisse laisser un Malien aller rentrer sans être fouillé, en tout cas sans donner de l'argent, des pots de vin en cours de chemin, au Niger, au Burkina Faso, et idem pour un Nigérien, un Burkinabé de rentrer au Mali. Je pense que ça pourrait augmenter non seulement la production, la compétitivité, et ça pourrait quand même apporter une réponse globale par rapport à l'insuffisance, par rapport à l'insécurité alimentaire, mais par rapport à la suffisance alimentaire. Donc je pense que s'ils parviennent à gagner cette intégration économique en passant par la libre circulation des biens et des personnes, ça sera un problème. Mais je voulais ajouter une chose, ce que Sadibou a rappelé tout à l'heure. Pour moi, le tout militaire n'est pas une solution fiable. Sinon, les autres allaient gagner les autres batailles. Depuis 2011, l'Afrique est en train de courir derrière ces défis-là. Malgré les forats, les symposiums, les rencontres, jusqu'à présent, toutes les recommandations et toutes les conclusions qui ont été, en tout cas, présentées aux dirigeants n'ont pas apporté de résultats escomptés. Pour moi, aujourd'hui, on a théorisé la force africaine en attente. On a théorisé la force africaine qui devrait être opérationnelle. Ouais. Jusqu'à présent, on tarde encore à voir sa première réalisation, sa montée en puissance. La solution aujourd'hui, c'est de mettre en avant la diplomatie préventive. Ouais. Les gens doivent dialoguer. Les gens doivent se parler. Les gens on doit prévenir. On doit prévenir. Donc, si on prévient, je pense que ça pourrait trouver des solutions adaptées. Si les gens ne se parlent pas, ça cause un problème d'incompréhension. Et quand il y a des incompréhensions de la part des jeunes, il y aura ce qu'on appelle une frustration. Ouais, une et quand il y a la frustration, ouais, ça conduit à la radicalisation. Et quand vous êtes un homme radical, vous êtes frustré, forcément vous allez révolter. Ouais. Et c'est ce qui se passe dans ces pays-là. Je pense qu'aujourd'hui... on va peut-être revenir sur le point, Sabibou. Évidemment, Apo a parlé des échanges entre ces trois pays, mais comment, selon vous, quelle pourrait être la contribution des institutions internationales à la promotion et l'intégration économique entre ces trois pays? Vous savez, il faut faire une remarque même par rapport à ces organisations internationales-là, que ça soit l'UE, l'ALENA, donc l'espace, le phénomène de Shanghai entre la Russie et l'Asie. Regardez les échanges économiques entre les États de l'UE. C'est fast track. L'ALENA aussi c'est la même chose. Au niveau asiatique aussi c'est la même chose. Mais lorsque vous venez en Afrique, au niveau de cette zone CEDEAO, les échanges économiques ne tournent même pas autour de 15% ou 16%. C'est tellement faible. Cela est surtout dû vraiment à, comme l'a dit Apo, donc il faut que nos dirigeants discutent, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils échangent. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on le dise aussi, au niveau des sociétés civiles, en Afrique, on parle, on discute, on met en place, on réfléchit par rapport à ces échanges économiques qu'il faut mettre en place pour permettre à nos États, s'il le faut même, de concurrencer, mais aussi vraiment de réaliser des corridors qui vont permettre beaucoup d'échanges économiques entre nos États. Certes, le NEPAD a réussi à réaliser beaucoup d'infrastructures sur le continent africain. Au niveau du Sénégal aussi et au niveau de la sous-région, il y a eu vraiment ces corridors Dakar-Bamako qui ont permis des échanges économiques entre le Sénégal et le Mali. Mais à un moment donné, lorsqu'on sanctionne le Mali, on pense que c'est seulement le Mali qui va ressentir ces sanctions-là, alors que le Sénégal... Oui, ça impacte évidemment la sous-région. Donc pour vous dire qu'il est important de mettre en place certes des alliances stratégiques militaires, mais l'alliance économique, vraiment, il est temps, on est en 2023, bientôt 2024, il faut revoir cette alliance économique-là
permettre vraiment à nos États d'avoir des échanges commerciaux concrets et ouvrir des corridors, investir sur les infrastructures qui vont permettre la circulation des marchandises et des biens. Parce que ce sont ces marchandises et ces biens-là qui vont promouvoir la création de nouvelles villes au niveau de ces routes-là. Sans oublier aussi l'impact et l'apport des investisseurs étrangers. En quelques mots, mon cher Apo, parce qu'on va bientôt clore cette première partie, comment justement les investisseurs étrangers pourraient renforcer cette alliance économique quand on sait évidemment que ces trois pays ne sont pas stables politiquement? Oui, ça pose problème. Je pense que au 9e forum de Dakar sur la paix et la sécurité, quelqu'un l'a dit, quand parfois ces instabilités politiques et institutionnelles nous coûtent excessivement cher en termes de renchérir les crédits, parce que aussi quelqu'un ne va pas venir investir son argent sans que dans tel pays, dans tel endroit, il y a une instabilité qui règne là-bas depuis des années. C'est pas sûr. Est-ce que j'aurai en tout cas un retour sur l'investissement? Donc c'est les questions que les gens doivent se les poser pour permettre en tout cas de trouver des solutions qui pourront rendre beaucoup plus attractifs, en tout cas les étrangers qui veulent investir dans nos pays. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent mettre en avant la diplomatie économique en disant que oui, nous sortons, en tout cas, nous rencontrons tous des problèmes d'insécurité, mais nous sommes en train de les gérer. Au Mali, on est en train de récupérer petit à petit des terroirs perdus, des parties de notre pays perdus. Au Burkina Faso, nous menons des avancées, etc., etc. Je pense que dans tel projet, vous pouvez appuyer et accompagner, en tout cas, les militaires qui sont en place, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de libérer le peuple, c'est de restaurer, en tout cas, comme ils le disent plus souvent, la souveraineté économique, la souveraineté alimentaire. Et je pense qu'il y a certains pays comme la Russie et la Chine qui proposent des partenariats gagnant-gagnant, contrairement à des puissances classiques qui aujourd'hui sont dépassées par les événements. Je vous interromps, mon cher Apo. Nous arrivons au terme de cette première partie. On marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent nous intéresser au Togo. Selon la constitution togolaise, mon cher Apo Mendy, les élections législatives doivent se tenir dans les 30 jours qui suivent la fin du mandat de l'Assemblée nationale, soit déroulé en fin décembre. Que vous inspire ce report des élections législatives? Ce n'est pas une surprise pour moi parce qu'en 2018, les élections ont été reportées. Et en 2012 également, il y a eu des reports. L'opposition avait boycotté même les élections de 2018. Donc le parti au pouvoir qui est en place a remporté. Donc ça n'a pas été une surprise, connaissant, observant de près ce qui se passe en tout cas au Togo. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que contrairement à d'autres pays où l'opposition est sur les plateaux de télévision pour dénoncer ce qui se passe réellement là-bas. Mais le Togo, de plus en plus, rencontre un problème de démocratie et surtout la démocratie électorale. Parce que le principe du respect des calendriers républicains pose énormément de problèmes au Togo. Je pense que ça n'augure pas des lendemains meilleurs. Et c'est ces genres de conditions et ces genres de discours qui, le plus souvent, amènent en tout cas des conflits post-électoraux dans beaucoup de pays africains. Et le problème, c'est aussi le Togo, c'est l'homme président qui est là, qui a fait 4 mandats, qui est là depuis 2005, qui a remplacé son père, qui a dirigé 38 ans le pays. Après, il vient, il dirige encore le pays depuis presque 2005. Et depuis 2005, il est là, 18 ans ou 15 ans aujourd'hui. C'est toujours la même famille Gnassingbé qui est là. Je pense qu'à un moment donné, il faut que, en tout cas, les dirigeants, les peuples, les électeurs, en tout cas, veulent, surtout le côté des électeurs, ils veulent vraiment un changement. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune perspective électorale qui se dessine là-bas. Ce sont les mêmes acteurs qui étaient là en 2012, en 2018, qui sont là encore, qui ont dénoncé en tout cas ce report et qui pensent qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, les parlementaires qui sont là-bas, au regard de la Constitution,
n'ont pas, en tout cas, ne sont pas habilités à parler au nom du peuple ou à prendre des décisions à l'endroit du peuple, alors que légitimement, constitutionnellement, leur mandat est terminé. Ouais. Donc aujourd'hui, ça pose problème et je pense que... Non, un mandat terminé parce que, rappelons-le, quand même, il est dit plus loin dans la constitution togolaise que les députés et les sénateurs sortant par fin de mandat ou par dissolution restent en fonction jusqu'à la prise de fonction de leurs successeurs. Est-ce que quelque part, l'État togolais n'est pas en train de s'appuyer sur cette loi? J'ai vu ça hier. L'État s'appuie sur l'article suivant. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on vous a élu pour un mandat, quand c'est fini, il faut rendre le tablier. Ouais. C'est ça aussi l'esprit démocratique. Parce que quand on veut, quand on se programme démocrate, il faut respecter les principes qui fondent l'état de droit. Mais tel n'est pas le cas au Togo aujourd'hui. Et au-delà de ça, c'est dans le communiqué qu'ils ont envoyé, ils mettent en avant les questions sécuritaires comme prétexte. Non, le Togo n'est pas comme le Burkina, comme le Mali. On peut organiser des élections. En 2003, il n'y a que 39 morts. Donc, les questions économiques sont beaucoup plus importantes que les défis. Et d'ailleurs, ce sont des points qui ont été soulignés. Sabibou Apo parlait tout à l'heure, évidemment, on va dire, de ce report un petit peu prévisible. Est-ce le cas pour vous? Évidemment, quand on voit effectivement que durant tout au long du processus, on a eu des problèmes liés à l'enrôlement, parce que beaucoup de Togolais n'ont pas pu se faire enrôler, à la vérification du fichier électoral et à la situation sécuritaire, évidemment, énoncée par rapport au nord du pays. Est-ce que tous ces points font en sorte que ce côté prévisible du report était quelque part déjà annoncé? Effectivement, c'était prévisible, mais si on connaît la trajectoire politique de ce pays, on sait que c'était prévisible. Depuis l'assassinat d'Olympio en 1963, donc arrive au pouvoir la famille de Yassimbe et Adema. Donc, Adema père a organisé des élections, c'était catastrophique. On a dit qu'il a gagné avec des scores à la soviétique. Donc, c'est pratiquement catastrophique dans ce pays-là, le processus électoral. Des élections truquées, l'opposition a toujours dénoncé des élections truquées. C'est pourquoi dans les années 90... Justement, le changement de position par rapport à, on va dire, à cette opposition-là. Souvenez-vous, et je crois Apo l'a souligné, en 2018, il y a eu le boycott de la part de l'opposition, mais pour cette année, on a l'impression que l'opposition a changé de fusil d'épaule, a décidé d'y aller. Il n'y a pas de boycott. Oui. Comment, justement, vous appréciez cette nouvelle stratégie de l'opposition? L'opposition utilise des stratégies tout simplement pour essayer de se faire voir au niveau international, mais aussi au niveau africain. Parce qu'au Togo, c'est un pays, je ne dirais pas que c'est fermé, c'est hermétique, mais c'est un pays où ceux qui sont au pouvoir ont tellement verrouillé l'appareil électoral que pratiquement, sans leur propre consensus ou leur décision, personne ne peut gagner. Donc on a vu, comme je vous l'ai dit, le processus électoral depuis Yassimbe, depuis Adema jusqu'à présent. Donc avec selon les conférences nationales même de 91, qui a permis à ce pays de s'ouvrir, donc de permettre au président de créer le poste de Premier ministre. Donc, mais on va voir ce qui se passe encore, parce que le président va reprendre ce poste-là. Donc pour vous dire tout simplement que ce pays a connu des déstabilisations électorales qui ne dit pas leur nom. Parce que arrivé en 2023, on nous dit que vraiment un pays qui aspire à une démocratie africaine, comme l'a dit Apo, où en Afrique on attend des changements profonds par rapport à nos systèmes d'élection, mais on voit tantôt à gauche, on reporte les élections, tantôt à droite, on brandit l'aspect sécuritaire, on nous dit que oui, il y a des menaces terroristes, mais si on veut s'accrocher toujours sur ces menaces-là ou sur ces problèmes-là pour reporter les élections, mais finalement, quand est-ce qu'il y aura des élections libres, démocratiques et transparentes au Togo? Et bien, c'est la question qui est posée évidemment au Togo. Apo Mendy, le mandat des députés, je l'ai souligné, expire le 31 décembre. Le renouvellement des membres de l'hémicycle togolais est annoncé pour mars 2024. Ce délai de 3 mois vous semble-t-il raisonnable pour l'organisation de ces législatives par la CENI togolaise? Bon, je pense que c'est raisonnable, d'autant plus que l'opposition s'est déjà préparée, même si elle s'est préparée pour le mois de décembre. Malheureusement, le gouvernement a décidé de reporter des élections pour des raisons que nous venons tous d'évoquer ici. Moi, je pense qu'ils ont toujours le temps de préparer les élections, parce que la politique de la chaise vide n'a jamais donné des résultats. On l'a vu partout en Afrique. Quand vous boycottez une élection, vous donnez l'avantage à l'autre de remporter. Je pense que l'opposition togolaise
comme elle s'est réunie aujourd'hui à travers dans une large coalition et veut aller ensemble, en tout cas aux élections, elle n'a qu'à continuer dans cette dynamique, elle n'a qu'à aller continuer à débattre sur les questions de l'heure. Ouais. Je pense que ça pourrait, permettre... Mais il y a un souci à Pau, parce que l'absence du calendrier fixe, justement... Le problème, c'est que ce qui importe, c'est que l'élection doit être, en tout cas, doit être un processus inclusif et transparent. Oui. Il faut que tous les acteurs qui veulent participer à cette élection puissent le faire sans une contrainte, en tout cas sans convoquer l'appareil juridique. Ouais. Mais il y a une contrainte majeure, c'est l'absence de calendrier. Deuxième élément, je pense que je ne comprends pas jusqu'à présent ce contraste africain. Quand le président Gnassingbé est sollicité pour jouer les bons offices dans les autres pays, alors que dans son propre pays, il peine même à respecter le calendrier électoral. Ça pose problème. Oui, mais est-ce que là aussi ça renforce déjà la tension existante entre sur des éléments. Aujourd'hui, le processus n'est pas, en tout cas selon l'opposition, n'est pas transparent, le processus n'est pas inclusif. Il y a les enjeux les défis de la stabilité des institutions. Exactement. Et tous ces faits-là peuvent créer des tensions politiques à 3 mois des élections. Je pense que le président Gnassingbé, qui a quand même fait 4 mandats, doit travailler à mettre en place, en tout cas, un processus électoral transparent, inclusif et participatif. Mais en respectant, je tiens encore à rappeler, les principes qui fondent l'état de droit. C'est quoi? C'est d'abord le respect du calendrier républicain, c'est d'abord la transparence du processus, c'est d'abord la disponibilité du fichier électoral, mais c'est d'abord également laisser l'opposition participer aux élections. S'il le fait, je pense qu'il pourrait en tout cas devenir... Parce qu'il y a des doutes de la part de l'opposition. L'opposition doute parce qu'ils étaient là en 2008. En 2000, oui, effectivement, ils l'ont boycotté en 2018. Le problème de l'enrôlement, vous venez de le dire, ça pose problème. Jusqu'à présent, on ne sait pas, il y a des parties où, là où on dit qu'il y a la guerre au nord, il y a des gens qui disent qu'ils peinent même à s'inscrire, ça pose problème. Donc le problème de la fiabilité se pose et que tant que l'opposition n'a pas eu accès à ce fichier électoral, mais quand même c'est des tensions qui sont en vue. Je pense que le gouvernement et la commission doivent travailler ensemble d'arrache-pied de manière inclusive, transparente, pour permettre à tous les acteurs de disposer de ce fichier-là au plus tard au mois de janvier. Sinon, on va vers, en tout cas, des tensions électorales pendant, après les élections. Et ça ne posera pas de problème parce que ajouter les problèmes politiques, les problèmes électoraux aux défis sécuritaires et aux problèmes économiques, c'est un désastre économique. Grosse inquiétude au Togo avec l'annonce de ce report des législatives. Est-ce que, selon vous, Sabibou, le gouvernement togolais ne gagnerait pas à coupler certaines élections, surtout que le pays accuse déjà un grand retard sur l'organisation des régionales qui étaient censées se tenir en début d'année? Effectivement, mais comme l'a si bien dit Apo, lorsqu'on fait part de bons offices lorsqu'il y a problème dans d'autres États africains, alors que chez soi, vraiment, on est tellement en difficulté par rapport à l'organisation d'élections. C'est ce que je disais tantôt. En tout cas, c'est une famille, un clan, si je peux m'exprimer ainsi, qui a verrouillé le processus électoral de telle sorte que l'opposition, moi, personnellement, je pense que l'opposition doit faire plus d'efforts par rapport à la conscientisation des électeurs concernant ce qui se passe dans ce pays. Sinon, on risque d'aller vers des élections où il y aura des scores à la soviétique. Parce qu'on est habitué à cela dans ce pays. Non, mais je pense que l'opposition, ils ont déjà demandé aux Togolais d'aller se faire enrôler. Ils sont beaucoup plus dans une politique de... On sait qu'en Afrique, il y a des moyens et des méthodes de verrouillage des élections qui permettent au président en place d'avoir des scores soviétiques. Est-ce le cas en ce moment? Parce que rappelons-le, Sabibou, sans un chronogramme constitutionnel fixe, il est impossible pour nous, membres de l'opposition, de se préparer. A déclaré évidemment un leader de l'opposition togolaise. Est-ce que le gouvernement chercherait, à travers évidemment cette stratégie, comme tu l'as souligné, verrouiller l'appareil? Le gouvernement a toujours, en Afrique, la plupart des pays qui souvent brandissent, qui sont des pays démocratiques, où les élections sont bien organisées, où il n'y a pas d'irrégularité. Je dis que la plupart de ces pays, il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour verrouiller et voler les élections. Au Togo, je ne dis pas que c'est à 100% le cas, mais je dis qu'au Togo, on ne peut pas comprendre
un président puisse faire plus de 4 mandats et même se préparer à peut-être changer la constitution pour faire un autre mandat. Ça, c'est impossible. Ça, il faut le souligner, il faut oser aussi le dire, parce que sinon, on est obligé de se rassembler, de se retrouver autour des plateaux, de dire oui, ménanger des efforts. Non, non, non. C'est pourquoi d'ailleurs, je ne coupe pas, c'est pourquoi d'ailleurs les généraux à la retraite, comme le général Talagnan et le général Babacar Faye, ont quand même fait le procès des civils, en disant que vous, les civils, vous êtes à l'origine de la mauvaise gouvernance. C'est ça. Et ce sont ces pratiques-là qui amènent les révoltes. Donc, ils ont même préconisé l'instauration d'un mandat unique de 7 à 8 ans pour éviter que le président qui est là puisse faire des compromis et des compromissions avec les membres de la coalition présidentielle. C'est le problème. Il y a une polémique, Sabibou, au niveau du fichier électoral, soulevé déjà même par l'opposition qui émet des doutes. Le fichier et de la cartographie. Jusqu'à présent, la cartographie électorale au Togo, ça pose problème. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a des codes où mais le pouvoir peut gonfler les chiffres. Et nous dire que oui, on est sorti avec 80% ici ou 50% là-bas ou telle chose. Donc pour vous dire qu'il y a des systèmes qui ont été verrouillés et mis en place. Si vous lisez les communiqués de l'opposition togolaise, ils ont pris les responsabilités, certes, par rapport au déroulement de ces élections-là, par rapport au fichier électoral, par rapport à la cartographie électorale aussi. Mais c'est le gouvernement qui contrôle tout, c'est le gouvernement qui dispose de tout. Il faut mettre la pression sur le gouvernement togolais, sur la famille-là, ce clan-là qui dirige ce pays, pour essayer tout simplement de vraiment de revoir les choses. Si on met la pression sur ce système-là, je pense qu'il y aura des changements qui vont permettre à cette opposition-là de se voir, de pouvoir participer de manière transparente et libre au niveau des élections. Et même pourquoi pas remporter ces élections-là? Parce qu'aujourd'hui, on sait que la jeunesse togolaise, on sait que ce pays est vraiment, ce pays veut du changement. Ça, c'est partout en Afrique, c'est clair. Il y a un changement qui est en train de balayer le continent africain. Il faut que nos dirigeants comprennent cela et puissent l'accepter à bras le corps. Sinon, on risque de voir toujours nos pays être déstabilisés, soit par nos propres dirigeants, parce que la plupart de nos dirigeants vont te dire « Ah non, non, il y a le terrorisme qui menace le pays, couvre-feu, état d'urgence, personne ne bouge, celui qui sort, on te tire, on t'amène en prison, point ». Donc, il faut que ces choses-là cessent. Évidemment, la grosse inquiétude, mon cher Apo Mendy, on l'a également souligné en première partie d'émission, c'est, on va dire, l'expansion de ces coups d'État sur le continent. Et on a surtout cette impression qu'aujourd'hui, les coups d'État deviennent une forme de nouvelle démocratie, parce que les coups d'État ne se condamnent plus, mais c'est célèbre aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé au Niger. Je dis souvent, le continent est jeune. Le continent est jeune. C'est vrai que le souhait de l'Afrique, c'est nous sommes un grand marché. Mais dans la plupart des pays, les jeunes occupent en tout cas une place importante, une place de choix. Maintenant, aujourd'hui, si nous prenons... Une place de choix dans nos pays-là. Donc, je pense qu'au contraire, dans nos pays, on est en train de marginaliser les jeunes. Imagine au Sénégal, l'ANSD nous dit que de 0 à 32 ans, ils sont 15 millions au Sénégal. 0 à 32 ans. Regardez aujourd'hui ce qui dirige le pays. C'est tous des retraités. Ils devraient occuper une place de choix. Voilà. Maintenant, si on prend les décisions pour les jeunes, sans les jeunes, mais ces jeunes-là peuvent en tout cas... développer un sentiment de frustration. Comme on dit, tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Et je pense qu'aujourd'hui, la deuxième question, c'est que les ressources humaines. Nos pays possèdent énormément de ressources humaines. Mais aujourd'hui, nous négocions mal avec les multinationales. Et quand vous êtes dans un village, dans une ville où on vous dit telle multinationale ou la filiale de telle multinationale exploite nos ressources humaines, mais au profit de son pays et au détriment du pays exploitant. Donc ça cause problème. C'est des questions qu'il faut prendre en compte. Au-delà de ça, la pauvreté, au-delà de ça, le chômage. Donc, quand tous ces ingrédients ne sont pas pris en compte par ceux qui nous dirigent, mais à un moment donné, quand on est en colère, on va exploser. Et quand on explose, les militaires profitent souvent de la frustration collective pour prendre le pouvoir. C'est ce qui s'est passé au Mali. C'est ce qui s'est passé au Niger. Là, on sait même là les coups d'État. Parce qu'on s'est dit que ces gens qui sont là, il faut détourner, il faut voler. Vous connaissez quelqu'un qui était là, qui 2 ans de cela, il avait une seule chambre. Après avoir été nommé ministre, il a des milliards aujourd'hui. Ça crée des frustrations dans les quartiers, partout. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il soit militaire ou civil, le problème
qu'il faut, la solution qui, en tout cas, qui me semble être une solution efficace et efficiente, c'est celle de prendre en compte les préoccupations des populations et des peuples qui vous ont élus. Parce que tant que le peuple ne se retrouve pas dans votre gouvernance, tant que le peuple, en tout cas, ne se voit pas dans ce que vous êtes en train de faire, à un moment donné, il va se révolter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que le président Gnassingbé, fort qu'il soit, doit pouvoir aussi se rappeler qu'il était l'autre fois, Omar el-Bashir du Soudan était un grand président, mais aujourd'hui, il n'a plus le pouvoir. Donc, c'est le pouvoir de Dieu éternel. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il règle ces questions-là qui font l'objet, en tout cas, qui sont à l'origine de beaucoup de coups d'État, de beaucoup d'instabilité institutionnelle et de beaucoup, en tout cas, d'instabilité politique, que ce soit en Guinée, en Gambie à l'époque. Il va falloir régler ces questions. Et d'ailleurs, les Togolais, Sabibou en l'occurrence, la société civile, invitent l'Union africaine à déployer des observateurs, mais est-ce vraiment nécessaire pour ces législatives au Togo? Des observateurs pour chaque élection, même des élections régionales, municipales, communales, tout, il faut déployer des observateurs. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que les sociétés civiles africaines se réunissent, que ce soit à Dakar, Bamako, à Abidjan ou un peu partout en Afrique. Les peuples africains se réunissent, ils se parlent entre elles. Hein? Donc le peuple sénégalais et le peuple malien et le peuple togolais, on se rencontre des fois dans des forums. Moi, des fois, je me retrouve dans des forums où il y a des Togolais, des Béninois, des Sud-Africains, des Éthiopiens, où on discute des problèmes au sein de leur pays, mais aussi des problèmes au sein de notre propre pays, nous. Parce qu'on a compris que maintenant, il faut enlever ce complexe-là, de ne plus dire « Ah oui, donc je suis sénégalais, je ne parle pas des affaires maliennes, ou je suis malien, je ne me mêle pas des affaires burkinabées. » Non, non. Au niveau de ces sociétés civiles-là, on a compris qu'il est important de mettre en place des systèmes où on va discuter, des links, où on va parler des problèmes au niveau des élections qui se déroulent au sein de nos États. C'est pourquoi au Sénégal, il y en a marre, vous les avez vus, ils ont voyagé, ils ont fait d'autres pays de la sous-région. Donc pour vous dire tout simplement que actuellement, l'Union africaine doit veiller sur ces élections-là. S'il faut déployer des observateurs, il faut le faire. Parce que, comme l'a dit Apo, il faut que nos dirigeants comprennent que les hommes passent et les institutions demeurent. Il faut avoir des institutions fortes, des institutions qui vont permettre au peuple vraiment de savoir se tenir, savoir vraiment participer au développement de leur propre contrée. Parce qu'on sait qu'à un moment donné en Afrique où on applaudit des coups d'État, ça veut dire que, évidemment, il y a une remise en cause qu'il va falloir... Ça veut dire quelque part, donc il y a eu des coups d'État constitutionnels que ces générations, que ces jeunes-là ont dénoncé. C'est pourquoi je dis qu'à chaque génération, son combat, soit elle l'assume, soit l'avenir nous jugera. En parlant de la société civile, oui, vas-y. Moi, je pense qu'il ne faut pas se limiter uniquement à observer. Parce que nous avons vu des élections partout en Afrique où les observateurs internationaux, régionaux, ont eu à émettre des observations, mais qui ne sont pas prises en compte par le pouvoir en place. Je pense qu'il faut des mécanismes beaucoup plus, en tout cas, adaptés et beaucoup plus sévères pour permettre aux dirigeants locaux de respecter en tout cas les chartes fondamentales qui engagent ce processus et qui pourraient aboutir à un processus crédible et transparent. Mais tant que un président sait que si l'Union africaine dit que le processus est comme ses formules d'habitude, entaché d'irrégularité, ça a respecté, ça ne coûte pas rien. Il faut des mécanismes beaucoup plus sévères. Et quel pourrait être le rôle justement de cette société civile dans le bon déroulement de ces législatives? Je pense qu'il faut s'attaquer aux causes et aux problèmes. Parce que le plus souvent, on s'attarde beaucoup sur les conséquences. Après, si un président décide en tout cas de ne pas écouter toutes les parties prenantes qui sont engagées dans le processus, on est là à courir derrière, il faut dialoguer, il faut éviter. Non, je pense qu'il faut s'attaquer au problème. La société civile togolaise, combinée à celle africaine et sous-régionale, en tout cas, elles doivent en tout cas alerter, prévenir, s'il le faut dialoguer pour trouver en tout cas des solutions consensuelles pouvant aboutir à un processus transparent et inclusif. Tant qu'elle ne met pas en avant des stratégies qui peuvent permettre
au camp d'en face d'accepter de dialoguer avec ce camp-là, je pense qu'elle aura échoué sa mission. Sa mission, c'est de fédérer, c'est d'aider les deux parties à se parler, à dialoguer et à trouver ensemble un équilibre qui pourrait rendre les choses beaucoup plus meilleures. Et d'ailleurs, c'était le message de la société civile qui invite l'opposition et le pouvoir en place d'accepter les résultats, en tout cas de ces législatives. En parlant d'opposition, quelle pourrait être la chance ou sinon les chances de cette opposition? Oui, mais j'aimerais ajouter simplement que nos États aussi acceptent le rôle que jouent ces sociétés civiles. Parce que la plupart de nos États, on traite les animateurs de la société civile de politiciens encagoulés, de tel ou tel. On le voit ici au Sénégal, où des acteurs majeurs de la société civile qui ont été là pendant des années, depuis 5 ans, Diouf, Wade, jusqu'à présent, on les traite de, je ne sais pas, de politiciens encagoulés ou ces noms d'oiseaux là. Donc il faut se départir de ces formules-là. Comme vous l'avez bien dit, donc l'opposition togolaise a ses chances. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, actuellement, il y a un vent de changement qui souffle sur le continent africain. Ça, tout le monde l'a compris et tout le monde l'a ressenti. On parle de CEDEAO des peuples. On parle de cette émergence, de cette nouvelle génération africaine qui est consciente vraiment de ces problèmes fondamentaux qu'il faut prendre à bras le corps. Sinon, on risque de rater le développement. Si l'Afrique rate ce 21e siècle-là, c'est fini pour nous. Ouais. Donc, c'est ça que cette jeunesse togolaise, c'est ça que cette opposition togolaise aussi doit comprendre et agir de manière aussi responsable par rapport à ces élections-là. Parce que aussi... on craint aussi des débordements. Certes, exactement. On craint des débordements parce que certes, il y a l'aspect sécuritaire, comme l'a dit Apo, il y a l'aspect sécuritaire qui est en place, il y a ces problèmes liés au terrorisme. Ouais. Mais il faut éviter vraiment de mettre de l'huile sur le feu. Sinon, on risque de voir des régions entières être vraiment en proie avec la déstabilisation et l'insécurité. Et cela, on ne le souhaite pas au niveau de ce pays-là. Donc, cette opposition doit montrer de la maturité, aller vers les électeurs, essayer de les convaincre. Et ils vont voir que cette jeunesse togolaise est une jeunesse vraiment vaillante, une jeunesse debout, qui est prête au changement. En quelques mots, mon cher Apo, parce qu'on arrive au terme de cette émission, quels sont les défis majeurs? Là, vous l'avez souligné également, mais au vu du tableau que vous avez dressé, on a l'impression que le défi qui attend, sinon les défis qui attendent les futurs députés sont visiblement énormes. Énorme, c'est un tableau... c'est des défis énormes qui attendent en tout cas les futurs parlementaires du Togo. Je pense que d'abord, il faut accélérer le processus de réforme. Il faut réformer un certain nombre de secteurs, notamment la commission nationale, la commission électorale nationale, qui est victime des accusations de la part de l'opposition. Il faut aussi trouver rapidement des stratégies de lutte commune contre le terrorisme. Il faut s'attaquer aux questions, en tout cas, de la Constitution. Est-ce que il faut-il aller vers une nouvelle réforme de la Constitution pour permettre à l'actuel président de briguer encore un autre mandat? C'est des questions, en tout cas des défis, surtout l'un des défis majeurs qui attend en tout cas les futurs parlementaires. Maintenant, le problème, est-ce que l'opposition togolaise est consciente de ces enjeux-là, de ce défi-là? C'est là où se trouve la question. Ouais. Pour moi, à mon avis, si l'opposition, en tout cas, si le peuple togolais veut barrer la route à l'actuel président et à son régime, je pense qu'il ne faut pas boycotter les élections, il faut aller massivement dans les bureaux de vote et puis choisir librement les futurs parlementaires. Je pense qu'en fait, l'opposition est dans cette logique-là, dans cette dynamique-là. Messieurs, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Omar Apo Mendy. Vous êtes journaliste spécialisé en géopolitique et en relations internationales. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir de venir sur votre télévision. Et en face de vous, cher Sabibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Ça a été un plaisir, évidemment, de vous recevoir dans le débrief. Merci à vous. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes.